La situation de la crèche Bambinous Palace de Bemao se dégrade. Placé en redressement judiciaire, le tribunal pourrait annoncer sa liquidation dès demain. Un scénario catastrophe pour la quarantaine de salariés et les parents des 160 enfants inscrits dans cette crèche. Non, la direction du centre hospitalier ne souhaite pas délocaliser les patients dans les EHPAD. Face à la multiplication des rumeurs et des fausses informations, l'état-major du CHU tenait une conférence de presse ce matin. Le point dans ce journal. Et réunion au sommet sur la question de la pollution au chlordécone. La ministre de la Santé, auditionnée par la délégation Outre-mer, promet plus de transparence et de dialogue sur le plan chlordécone 3, notamment sur les moyens mis en œuvre par le gouvernement pour protéger les habitants de Guadeloupe et de Martinique. Et puis rien ne va plus à Guadeloupe Formation. Manque de matériel, retard de paiement de salaire. Les stagiaires sont mobilisés depuis hier pour réclamer leurs arriérés et un retour à un fonctionnement moins chaotique. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Il y a 2 mois, le tribunal de commerce avait placé la crèche Bambinous Palace de Bemao en redressement judiciaire. Souvenez-vous, l'affaire a fait soulever l'indignation des parents qui s'étaient retrouvés du jour au lendemain totalement démunis face aux grilles fermées de la structure. Depuis, la situation s'est dégradée au point que le tribunal pourra annoncer la liquidation dès demain. Reportage Anne-Elisabeth Artsen. Après celle de Lamentin, Gosier et Moule, c'est au tour de la structure de Bemao qui pourrait se voir liquidée judiciairement dès demain. Si la liquidation est prononcée, parce qu'effectivement il ne faut pas se leurrer, la situation de la crèche est très inquiétante et c'est un risque potentiel qui est très fort. Les salariés seront licenciés pour motif économique. Les familles et les enfants devront trouver un autre lieu d'accueil. Ce sont des crèches. Il n'y a pas une situation particulièrement délicate pour le personnel, mais également pour les parents et leurs bouts de chou, inscrits dans cette crèche depuis plusieurs années. Ma fille, plus précisément, est à cette crèche depuis 2 ans et demi. Elle entame sa 3e année. Logiquement, au mois de juillet, ça aurait fait 3 ans. Et nous, parents, je dirais nous, parents, parce que je parle pour l'ensemble des parents, nous prenons ça très très mal parce que nous sommes déjà dépourvus. Nous ne savons pas ce que nous allons faire de nos enfants en sachant pertinemment qu'il n'y a pas de crèche en Guadeloupe de disponible. On ne sait pas comment procéder. On n'est vraiment jamais ici du jour au lendemain de vendre les biens au détriment du personnel et des enfants. De vendre ce bien-là, nous qui avons renfloué aussi Bambinous Palace. 160 enfants et leurs familles et une quarantaine de salariés sont donc en attente de cette décision judiciaire concernant l'avenir de la structure. Le collectif de parents, quant à lui, envisage d'intenter une action judiciaire pour une mise en faillite personnelle des gérants de la crèche. Et en Guyane, le président de la collectivité territoriale, Rodolphe Alexandre, a été entendu ce matin par un juge d'instruction dans l'affaire qui l'oppose à l'ancien élu de la majorité, Gabriel Nicolas. Fin de l'année 2016, elle engageait alors une poursuite contre Rodolphe Alexandre pour diffamation et utilisation frauduleuse du scrutin. Gaël Ouassim s'est rendu ce matin à l'audience. On écoute son compte-rendu. C'est certainement la première fois depuis des mois que Gabriel Nicolas et Rodolphe Alexandre se retrouvent dans un seul et même bureau. L'actuel président de la CTG et son ancienne vice-présidente ont été entendus ce matin devant le juge d'instruction. Pour rappel, fin 2016, les élus de la majorité avaient démissionné en bloc pour régler un différend avec la conseillère alors en charge de l'agriculture, provoquant ainsi une nouvelle élection de la commission permanente. Suite à cette élection, Gabriel Nicolas a été évincé. Après 3 heures de confrontation entre les 2 protagonistes, ce sont leurs avocats qui se sont exprimés. Maître Lingibé, qui défend les intérêts de Rodolphe Alexandre, s'offusque de la tournure médiatique de cette affaire. Je vous dirai rien. Il y a de notre point de vue aucune difficulté. Mais en fait, il n'y aura pas de déclaration. Je suis d'ailleurs surpris qu'effectivement, qu'on ait fait autant de tapage en violant le secret de l'instruction et des règles élémentaires. Voilà, procédure. À l'inverse, Maître Barthes se félicite que la justice ait donné suite à la plainte de Gabriel Nicolas. Alors je ne peux pas vous dévoiler d'informations sur le contenu de la confrontation, vous le savez, nous sommes tenus au secret de l'instruction. La seule chose que je puisse vous dire, mais vous le savez, c'est que nous sortons d'une confrontation qui fait suite à une plainte déposée par Madame Nicolas au mois de janvier 2017 et que l'on se satisfait qu'une instruction soit en cours. Nous en attendons que les droits de Madame Nicolas soient reconnus tout simplement et que la responsabilité de Monsieur Alexandre soit reconnue.
également. Le tribunal devrait se prononcer pour la suite de cette affaire dans quelques semaines. En tout cas, elle ne devrait en rien baisser la tension qui existe au sein de la CTG entre les deux protagonistes. Que vont devenir les patients de la tour sud du centre hospitalier? Difficile pour le moment de le savoir. La direction affirme qu'ils ne seront pas transférés dans les EHPAD. Face à l'inquiétude du personnel qui s'est regroupé en collectif et à la multiplication de fausses informations, l'état-major de l'établissement a tenu à démêler le vrai du faux ce matin lors d'une conférence de presse, compte rendu avec Anne-Elisabeth Artsen. À situation délicate, mesure exceptionnelle. C'est en ce sens que la direction du CHU a organisé ce matin une conférence de presse pour faire le point sur la situation actuelle et à venir du centre hospitalier. Je n'ai jamais parlé d'évacuation, donc les résultats aujourd'hui des analyses sont plutôt rassurants et donc ça c'est des indications qui nous permettent de nous conforter dans notre objectif de continuer au contraire à réinvestir dans nos locaux dans le CHU. Notre prochaine étape, je rappelle, c'est les urgences et c'est le bloc opératoire. S'agissant des endroits du CHU où certains ont pu être incommodés par les odeurs de suie, eh bien, on a décidé d'organiser un état. Il faut effectivement vider certains services pour pouvoir le faire. Il y a assez peu de patients qui pourraient être délocalisés. Rappelons qu'on parle de patients. Donc c'est des patients qui n'auraient pas besoin d'accès au plateau technique de façon immédiate. Nous avons tous une différence individuelle à ressentir en fait ces différents effets et à voir les effets que font sur nous ces composés organiques volatiles ou semi-volatiles. Donc c'est pour ça que nous continuons à chercher pour éventuellement savoir un petit peu ce qui pourrait être impliqué et en même temps nous savons qu'il faut absolument que nous nettoyions mieux que cela a été fait au départ. Ça a été fait mais apparemment pas suffisamment et pas dans certaines zones auxquelles on n'avait pas forcément pensé, comme par exemple les cages d'ascenseurs, des choses comme ça, qui pourraient expliquer pourquoi est-ce qu'on a encore des dégagements de composés organiques volatiles ou semi-volatiles qui peuvent effectivement incommoder certaines personnes. En attendant la mise en service du nouvel hôpital, les autres structures hospitalières et médicales de l'archipel pourraient ainsi accueillir les patients du CHU temporairement. Au stade où nous en sommes, nous n'avons pas toutes les données en main, puisque nous n'avons pas tous les résultats des analyses qui nous parviennent au fur et à mesure. Et nous savons que nous avons la possibilité, puisque le centre gérontologique c'est un EHPAD, mais aussi il y a aussi 40 lits destinés déjà d'ailleurs au CHU pour les Bello qui est aussi un EHPAD, mais je crois qu'il faut aller plus loin. Donc nous avons d'autres établissements qui pourraient accueillir les malades du CHU en cas de besoin. Les opérations de nettoyage devraient concerner l'ensemble du CHU et s'effectueraient du dernier étage au rez-de-chaussée après validation auprès des experts, même si selon les premiers tests effectués, il n'y a aucune zone critique au centre hospitalier Pointe-à-Pitre-Abîme. La ministre de la Santé auditionnée aujourd'hui sur la question du chlordécone. Après la révélation des augmentations des taux de chlordécone contenus dans les aliments en 2013, les parlementaires antillais ont décidé de porter à bras le corps ce dossier. Ils reprochent au gouvernement de faire preuve de laxisme sur cette affaire. De son côté, la ministre a tenté de rassurer les élus et promis plus de transparence et de dialogue. Le reportage de nos confrères d'ATV Paris, Éric Dupuis. L'image est belle car elle est rare. 3 ministres reçoivent au ministère de l'Outre-mer la quasi-totalité des parlementaires antillais. Juste avant le Conseil des ministres, la réunion dure un peu plus d'1 heure. À la sortie, pas de déclaration du gouvernement, mais Annick Girardin veut rassurer sur la teneur des échanges. Avec des engagements forts du gouvernement, vous verrez. Rendez-vous est donc pris, notamment pour revenir sur l'augmentation de la fameuse LMR, la limitation maximale des résidus, relevée dans le secret en 2013. Les parlementaires sortent satisfaits de ce premier rendez-vous avec l'exécutif. Je pense qu'elle a eu cette impression que nous en avions assez, que l'on traite le sujet par le petit bout et qu'il fallait enfin en tenir compte parce qu'on est vraiment devant une population qui est très anxieuse. Ce débat était très sincère et très direct. Alors, le principe de moratoire sur les LMR a été adopté. Si tous les élus saluent la démarche du gouvernement, certains sont sceptiques quant aux propositions qui pourraient être formulées avec le manque de financement européen et parisien pour la poursuite du plan Chlordécone 3. Ça veut dire que c'est avec l'argent encore des Martiniquais et des Guadeloupéens qu'on va financer un plan Chlordécone 3 alors que nous en sommes les principales victimes. Il est absolument important que
que le gouvernement, les autorités gouvernementales prennent ce problème avec le plus grand sérieux possible. Depuis 2014, c'est en fait 30 millions d'euros qui ont déjà été dégagés dans ce troisième plan, mais difficile pour le gouvernement actuel de dire très clairement à quoi ils ont servi. Ma préoccupation, c'est avant tout de rendre public tout ce qu'on sait. Et une transparence complète, nous la devons. Je pense que ça va rassurer. Et c'est la raison pour laquelle je demande un rapport d'experts indépendants aux alliances de recherche sur la connaissance scientifique des liens entre chlordécone et maladie. Le gouvernement ne s'est pas engagé sur des moyens supplémentaires accordés au plan en cours. Tout juste souhaite-t-il le rendre plus efficace et plus transparent. Et le monde de l'insertion connaît des moments difficiles en ce moment. Après l'école de la deuxième chance et les bénéficiaires de l'ADOM, voici que les stagiaires de Guadeloupe Formation attendent aussi à leur tour d'être payés. Certains ayant déjà même terminé leur cycle de formation attendent toujours d'être indemnisés. Reportage et de matériel pour certains de nos collègues. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont inscrits, on va dire, au milieu de l'année dernière, c'est ça, qui n'ont pas été rémunérés. Il y a comme moi qui ai commencé en décembre, employé administratif et d'accueil, on n'a toujours pas été rémunérés. Eux qui vont avoir l'examen la semaine prochaine, qui n'ont pas de matériel et ni de rémunération non plus. Donc on a vraiment un gros souci sur ce pôle parce qu'il y en a assez. Sans rémunération pour certains depuis le mois de novembre, les stagiaires ne cachent pas sa colère et sa compréhension. Encore qu'on soit que je suis d'accord que les jeunes ne doivent pas faire rien, mais là, on se prend des résolutions pour porter un gamme, on ne peut pas prendre jeunesse à payer en otage. Après, on est étonné que, ouais, démographiquement parlant, la population vieillissante, souvent. Alors, si on prend toute matière grise en nous, tout savoir en nous, on est expatrié, vous comprenez? On est hors de la Guadeloupe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tout étranger qui vient, qui prend ça, on y apprend, vous comprenez? Et nous ne pas rien, nous comme sanguin, nous comprenez? Vous comprenez? Nous sommes en la rue là, nous habitons, c'est dilé, c'est différent habiter. Là, on porter un gamme pour former, pour habiter. On prendre un couillonnade, vous comprenez? Un mouvement généralisé à l'ensemble des sites de l'établissement de formation. C'est-à-dire qu'on a une partie de, comment il s'appelle? BMAO. Et on a des collègues de BMAO, on a du moule, voilà. Et l'école de la deuxième chance qui est fermée. Voilà, et l'école de la deuxième chance qui est fermée aussi. Nous solidaires et toutes ces centres-là, ils peuvent toucher là, vous comprenez? Oh là, l'argent l'a passé, ça nous commandé. Ils ont dit nous tout le temps aux infos, ouais, putain, la entrée différent. Nous pas voir rien. Ou souvent, c'est là, 6 mois là, ni des formations fines, ni une formation à sécurité fine là, c'est mon n'a pas touché. Ils ont acheté certificat, ils ont tout pour toucher. Donc, nous croyons qu'on soit qu'il faut arrêter pour nous pour des petits pigeons, nous pas pigeons, comprenez? À l'issue d'une seconde rencontre avec la direction, les stagiaires ont obtenu le paiement des salaires dus dès demain. Du matériel de formation devrait également leur être fourni. Les activités reprendront normalement dès demain. Et restez avec nous sur ATV Guadeloupe dans un instant. Gros plan sur la formation, contention et manutention des bovins, organisé notamment par la Chambre de l'agriculture. Et puis la CARL qui donne aux jeunes les clés de l'entrepreneuriat dans le domaine du social et de l'économie sociale et solidaire. C'est dans un instant. Le service de prévention des risques professionnels de la Caisse générale de sécurité sociale, en partenariat avec la Chambre d'agriculture, dispense en ce moment une formation nommée contention et manutention des bovins. Cette formation qui concerne essentiellement les éleveurs et les techniciens agricoles se déroule sur le site de l'INRA à Gardel à Moule. Reportage Yvan Lemar, Patrick Curie, Moïse Dexter. Cette formation était ouverte aux exploitants agricoles. Objectif, réduire les accidents liés à la mauvaise manipulation ou contention des animaux. En Guadeloupe, on compte plus de 14 000 possesseurs de bovins et donc qui connaissent aussi la pratique des bœufs tyrans. Donc c'est vrai qu'il faut allier à la fois ce qu'on doit connaître sur élever pour pouvoir amener une bête à l'abattoir, mais élever aussi dans des pratiques comme les bœufs tyrans. Et c'est important que l'on connaisse
les moyens de manutention, de contention, mais aussi la psychologie de l'animal. C'est ce qui a été abordé. La relation homme-animal, le formateur a beaucoup insisté là-dessus. Sur le site de l'INRA, un formateur de l'Institut de l'élevage a pu enseigner différentes techniques, mais aussi comment décrypter le comportement des bovins. Il faut juste que les gens aient conscience que leur posture peut avoir une influence sur le comportement de la vache. Le fait que la vache dans son esprit, ce soit une proie potentielle et que nous en sommes le prédateur. On va essayer de la regarder le moins possible dans les yeux pour éviter qu'elle s'enfuit, puisque c'est son seul mode de défense quasiment. Et à partir de là, une fois qu'on a attrapé la vache, on va faire des freins et des nœuds de façon à l'aborder en toute sécurité. Les vaches, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur latitude et leur longitude, elles ont le même comportement et que l'approche est exactement la même. Des exploitants venus des 4 coins de l'archipel guadeloupéen ont fait le déplacement pour cette formation, comme Daniel, éleveur depuis 30 ans à Marie-Galante. On a appris que l'attatage, qu'on puisse faire boire quelque chose à nos animaux, si on veut faire boire, et des attachages que si on veut marcher avec eux quelque part, qu'on peut. Auparavant, que j'utilisais d'autres techniques. De ma façon, c'était un peu différent. Et de là, maintenant que c'est complètement différent à mes techniques, sauf qu'il y avait une seulement qui correspondait à ma technique. Durant ces 2 jours, une trentaine d'éleveurs a été formée à ces techniques de manipulation et contention des bovins. Et en Martinique, les habitants de Grand-Rivière vivent un véritable calvaire. 2 semaines qu'ils n'ont pas d'eau courante à leur domicile. En colère, une cinquantaine d'entre eux avaient bloqué ce matin le pont à l'entrée de la commune. Reportage Sandrine Claude. Des coupures d'eau à répétition tantôt à l'entrée de la commune. On a bloqué depuis 4 heures du matin parce qu'on a un ras-le-bol de l'eau. Il n'y a pas d'eau potable à Grand-Rivière. On n'a pas d'eau dans nos robinets. Ça fait déjà 2 mois. Et là, c'est insupportable. Les enfants, ils devaient rentrer à l'école. Ils n'ont pas école parce que l'école est fermée parce qu'il n'y a pas d'eau. Et voilà quoi. Là, c'est bon. Là, on ne peut plus. Une nouvelle interruption qui intervient alors que la semaine dernière, la distribution en eau potable avait été rétablie. Un répit de seulement 2 heures. L'explication serait toute simple. On a 2 réservoirs qui représentent à peu près 400 mètres cubes de capacité. Si je ne produis pas, ces réservoirs ne se remplissent pas. Et si quand ils sont remplis, on les vide et que je ne peux pas produire, eh bien on se retrouve dans la même situation. On est des combattants. On ne pleure pas pour rien. À midi, le cri de détresse des habitants finit par être entendu. Les autorités compétentes ont fait le déplacement. Le barrage est alors levé. Le dialogue est entamé. En charge de la compétence eau depuis janvier 2017. Là aussi, il me fallait chercher à travers toute la Martinique. Il n'existait pas ni d'entreprise privée, ni de collectivité pouvant me fournir une citerne d'une contenance de 23 000 litres. Nous allons pomper de l'eau à l'usine de La Capote et alimenter cette citerne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la population a compris que dès ce soir, mais je dirais plutôt dès demain, ils auront de l'eau et cela de façon pérenne puisque j'établis un tour d'alimentation du réservoir pour que nous ayons toujours de l'eau à la disposition de la population. De son côté, la population se dit satisfaite des échanges mais reste sur ses gardes. On nous a apporté les réponses qu'on attendait. Ce sera peut-être pas fait dans l'immédiat. Donc on va essayer de patienter, mais ça a été concluant. Des solutions à long terme pourraient être envisagées, forage ou encore interconnexion avec les communes avoisinantes, mais cela prendrait plusieurs mois. Les habitants de Grand-Rivière devront encore s'armer de patience. Le réel retour à la normale dans les robinets dépend avant tout de Dame Nature. Et parlons de cette initiative en Guadeloupe de la communauté d'agglomération La Riviera du Levant. En partenariat avec la BGE Guadeloupe, elle a organisé une session de formation sur l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et solidaire pour les jeunes de moins de 30 ans. Une formation gratuite mise en place jusqu'au 14 mars au siège de la Carle à Gosier. Reportage Linda Kayarsi, Patrick Curie, Moïse Dexter. Anaëlle souhaite devenir diététicienne. Objectif, faire de l'éducation nutritionnelle et de la prévention santé. Un projet ambitieux qui répond bien à l'action émergence, jeunes et économie sociale et solidaire.
Elle permet aux jeunes de mieux appréhender l'économie sociale et solidaire afin qu'ils puissent y participer concrètement. J'ai décidé de participer à cette formation parce que c'est une opportunité en fait pour nous les jeunes, d'autant plus que c'est un accompagnement assez important en fait et c'est gratuit aussi, donc il faut saisir l'opportunité dès qu'on en a l'occasion en fait. Je pense que mon entretien avec le jury s'est bien passé car mon projet est assez innovant et il a eu l'air d'être intéressé. Après sélection, seuls 10 porteurs de projets seront sélectionnés. Au programme, 3 sessions de formation de 12 jours en faveur des jeunes, âgés de 18 à 30 ans, résidant sur le territoire de la Riviera du Levant. Eh bien, les 10 sélectionnés, après ces 84 heures de formation, vont faire émerger donc leur projet. On est vraiment à la première marche de l'expérience, à des parcours de droit pour pouvoir aboutir à la création d'entreprise. L'action émergence est la résultante du programme Jeunesse, économie sociale et solidaire, lancé en 2011 dans le cadre d'un partenariat réunissant l'État, la Caisse des dépôts, de grandes entreprises et fondations de l'économie sociale. Parce qu'une création d'entreprise, c'est plus que 84 heures, j'ai envie de dire, c'est 10 fois plus, voire 100 fois plus. Donc chaque information est bonne à recueillir, à prendre. Ça permet d'éviter trop d'informations parasites qui peuvent venir de personnes non compétentes et non habilitées à dispenser ce genre d'informations. La création d'entreprise, c'est vraiment une trajectoire, un parcours de combattant. Donc il faut saisir l'opportunité de réaliser cette formation. Une opportunité que de nombreux porteurs de projets ont saisi ce matin en se rendant à la réunion d'information de la CARL. Et ce vendredi 23 et samedi 24, l'archipel scène nationale de la Guadeloupe accueillera un spectacle intitulé « Rien à aborder », une création hybride qui est venue nous présenter en personne la danseuse Myriam Soulange. Myriam Soulange, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors ce vendredi soir et samedi également, vous serez à la scène de l'archipel à Basse-Terre. On pourra assister à votre représentation. Vous formez un duo avec le danseur et chorégraphe Abdoulaye Trésor Konaté. Rien à aborder. Quelle est la réflexion derrière cette démarche artistique? Avant tout, c'est la rencontre entre deux personnes. Et c'est une façon aussi de se dire, mais pourquoi trouver un prétexte à cette rencontre, plutôt que de lui laisser libre cours et de pouvoir l'éprouver, l'explorer et de s'offrir une ère un peu permissive presque, une ère de jeu où tout est possible. Et on aime bien se dire ça finalement, c'est comme des sortes de tentatives dans cet espace des possibles. Et on y arrive jusqu'au bout? Non. On regarde tout de suite un extrait. Myriam Soulange, on voit ces corps qui se rapprochent, qui se cherchent, beaucoup de sensualité, voire d'érotisme. Un peu, oui, ça passe par tout ça, en fait. Toutes ces tentatives, c'est vraiment ça, mais il y a aussi beaucoup de poésie, il y a de la tendresse, parfois de la violence. C'est vraiment pour ça. Enfin, on a vraiment choisi de créer cet environnement-là, de pouvoir tout tenter et de passer par toutes ces émotions. Et on a choisi quand même de travailler ensemble et d'aller au bout de ce projet et d'accepter l'autre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi d'accepter le corps de l'autre? Jusqu'où je suis capable de l'accepter et lui aussi. Donc, tout ça, finalement, ça s'est inscrit très rapidement en passant effectivement par la séduction aussi. Vous êtes installé en Guadeloupe, vous avez mis en place une compagnie de danseurs. Abdoulaye Trésor Konaté vient d'une autre région. Est-ce que la connexion entre les deux, cet apport de deux cultures différentes, a changé votre regard en mettant en scène cette chorégraphie? Souvent la collaboration. J'ai collaboré avec plusieurs chorégraphes en Guyane, en Martinique, etc. Donc ça fait partie vraiment de ma démarche. C'est ce que j'aime parce que finalement, je crois que ce que ça crée, c'est que ça déplace aussi mon propre regard
sur une thématique ou pas, ou en tout cas sur mon corps, sur le geste et sur ce qu'on peut en faire ensemble. Mais très souvent, finalement, une pièce, c'est toujours des collaborations en termes de lumière, en termes de musique, en termes de costumes. Et on va parler de la musique justement, c'est très rythmé, c'est un choix? Oui, absolument. On a choisi de travailler avec Manu Gallo, qui est une bassiste exceptionnelle. Moi, je suis absolument fan de cette femme. Et on voulait vraiment justement imposer une rythmique, pas tomber dans quelque chose de minimaliste qui pouvait envelopper à chaque fois notre corps, mais à l'inverse peut-être. C'est-à-dire dans un corps poétique, pourquoi pas avoir une violence ou une musique qui pourrait être un peu afro-punk, par exemple. Enfin voilà, quelque chose qui dérange, qui dénote et qui a envie aussi de nous amener ailleurs, là où on n'a pas l'habitude d'aller, et moi et lui, dans nos danses. Le public guadeloupéen est-il prêt à accueillir justement un tel duo? Mais bien sûr, et on l'attend nombreux d'ailleurs, vendredi et samedi. En représentation ce samedi et ce vendredi à la scène d'Archipel à Basse-Terre. Et puis on continue ce journal avec la loi de transition énergétique. On passe à un tout autre sujet, publié en 2015, qui prévoit d'atteindre 23% d'énergie renouvelable à l'horizon 2020. Il y a encore beaucoup à faire dans nos régions, mais certains s'y attellent déjà, comme à l'Espace Sud en Martinique. Cette collectivité vient d'être primée à Paris au concours des Outre-mer durables pour son engagement dans le recyclage du verre issu de la collecte sélective. Illustration avec le traitement justement des déchets lourds et volumineux avec Lise Sabas. On regarde ensemble. Des bornes de collecte et à l'intérieur, un contenu plus précieux qu'il n'en a l'air, des bouteilles de verre. Ce déchet ménager va connaître une seconde vie. Et c'est sur le site de la Trompeuse à Fort-de-France que la transformation commence. L'an dernier, ce sont 3600 tonnes de bouteilles ou bocaux qui ont été traitées sur cette plateforme. Une fois passé au brailleur, le verre ressort sous forme de sable ou de gravier. Ce produit-là est utilisé comme un sable particulier pour le bâtiment, pour les tranchées, et une partie aussi est utilisée pour mettre dans du béton, comme fait le Sud. Voilà 2 ans que la communauté d'agglomération de l'Espace Sud de la Martinique emploie ce matériau, justement à proximité des bornes de tri, comme dalles de béton. Une entreprise se charge de sa production et le verre n'aurait rien à envier au traditionnel sable, au contraire. Le béton à base de verre est aussi solide qu'un béton classique. Pourquoi? Parce que le verre, c'est du sable, donc c'est aussi solide. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que ça brille, c'est joli. Près de 1500 de ces dallettes à base de verre viennent orner 80 points de collecte répartis dans l'Espace Sud. Une utilisation écologique, donc intelligente, de ce déchet ménager qui vaut à la communauté d'agglomération une récompense de l'association des écomères. Mais outre ce prix, il s'agit avant tout d'une démarche innovante et expérimentale de développement durable. Auparavant, il faut savoir que le verre qui était issu de la collecte sélective partait en métropole pour être fondu et refondu en nouvelles bouteilles de verre. Et donc là, maintenant que nous avons des opérateurs qui broient le verre localement, il s'agissait pour nous de trouver une utilisation locale. Donc c'est vraiment une démarche de politique de développement durable et de contribution à l'économie circulaire locale. À travers le laboratoire routier territorial de la CTM, un travail de caractérisation du béton de verre broyé est effectué. Pour l'heure, les quantités sont insuffisantes pour servir à l'ensemble des entreprises du BTP, mais la filière de valorisation et de recyclage du verre semblait entrer en Martinique dans un cercle vertueux. Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, faites des réserves d'eau si vous habitez le Gosier. Les coupures sont prévues chez vous demain soir à 20h. Avec un retour à la normale le lendemain à 6h du matin. L'équipe de l'établissement français du sang vous donnera rendez-vous demain au lycée Juminaire, Berthen Juminaire à Lamentin de 8h30 à 13h. Et enfin, demain, nos confrères de Nouvelles Semaines feront leur une sur ces femmes qui font bouger la Guadeloupe. J'aperçois Nathalie Dinan, qui était à TV Guadeloupe d'ailleurs. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres justement de ce mercredi 21 février. Nous l'avons vu ce soir, la situation de la crèche Bambinous Palace de Bemao qui se dégrade. Placée en redressement judiciaire, le tribunal pourrait annoncer sa liquidation dès demain. Un scénario catastrophe pour la quarantaine de salariés et les parents des 160 enfants inscrits dans cette crèche.
Et non, la direction du centre hospitalier ne souhaite pas délocaliser les patients dans les EHPAD. Face à la multiplication des rumeurs et des fausses informations, l'état-major du CHU tenait une conférence de presse ce matin pour démêler le vrai du faux. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, auditionnée par la délégation Outre-mer, promet plus de transparence et de dialogue sur le plan Chlordécone 3, notamment sur les moyens mis en œuvre par le gouvernement pour protéger les habitants de Guadeloupe et de Martinique. Et puis, les élèves de Guadeloupe Formation étaient en grève pour des retards de paiement de salaire et manque de matériel. Les stagiaires qui étaient mobilisés pendant 2 jours ont obtenu gain de cause, des promesses en tout cas de versement dès demain. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h47.